Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. On a pas mal de petites choses à aborder, mais tout d'abord, c'est vrai que le secteur de l'influence pèse des milliards de dollars et il ne semble pas prêt de s'essouffler quand on voit sa constante évolution. Le modèle est simple, plus on consomme, plus les influenceurs gagnent de l'argent et plus finalement ils nous donnent envie de consommer. C'est comme cela finalement que l'on pourrait un petit peu résumer ce monde de l'influence. Pas vraiment, enfin, à mon sens, pas vraiment. C'est plus on a confiance en quelqu'un, donc un père, un influenceur, plus on va avoir envie d'adopter son mode de vie et donc de consommer ce qu'il consomme. On parlera dans quelques instants des lois qui ont été un petit peu mises en place dernièrement pour réguler ce secteur de l'influence, mais on a l'impression que ce métier séduit de plus en plus, surtout les jeunes qui ont parfois pas conscience de la e-réputation, parce que en fait ils ont le sentiment, ils se rendent pas compte que tout ce qu'ils publient reste et parfois ça peut se montrer finalement très dangereux. C'est totalement le problème et le sujet. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la loi, mais je trouve qu'elle a été assez légère sur cette partie-là et la protection notamment des mineurs. Tout le monde a l'impression qu'il suffit d'avoir un compte sur TikTok ou Instagram pour gagner des millions d'euros, mais ça marche pas comme ça. C'est quand même les créateurs de contenu, c'est quand même il y a du travail derrière et comme vous le disiez, l'e-réputation, tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Donc il faut quand même faire très attention. Et c'est à nous, acteurs de l'influence aussi, d'adopter de faire beaucoup de pédagogie auprès des jeunes audiences. Certains, on en parlait il y a quelques instants, mais certains influenceurs ont été condamnés il y a quelques semaines pour pratiques commerciales trompeuses et ont dû publier d'ailleurs sur leur compte Instagram des preuves de ces condamnations. C'est une première hein, dans le milieu. C'est une première dans le milieu. Encore une fois, c'est toujours les mêmes typologies d'influenceurs qui sont pour la plupart des candidats de télé-réalité. C'est important, je pense, pour la DGCCRF de taper fort et d'aller épingler ce genre de profils qui réunissent plusieurs millions d'abonnés parce que voilà, ils sont suivis par des jeunes audiences. Je pense que c'était un signal fort et important pour dire, comme l'a dit notre ministre, la fête est finie. Donc maintenant, voilà, il y a des règles, il va falloir les respecter. La loi visant à réguler ce secteur dont vous parlez a été adoptée le 1er juin dernier par le Parlement avec la pratique du name and shame qui a été mise en place par le ministère de l'économie qui permet vraiment de commencer à mettre en application cette loi. Est-ce que ça va suffire selon vous? Il faut pas que ce soit, il faut que ça soit dans la durée, il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit qu'il y ait des volumes plus importants. Là, je pense que ça a été pour l'instant assez anecdotique. Les lois, c'est bien. Après, il faut qu'elles soient appliquées et pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'il y ait une régulation. Après, c'est aussi tous les acteurs de l'influence, notamment les agences qui s'occupent de gros annonceurs, qui ont un rôle à jouer pour faire appliquer ces lois. D'une part, en choisissant les bons profils qui l'appliquent déjà eux-mêmes et encadrant avec des contrats, etc., encadrant les collaborations. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses dont vous entendez parler dans le cadre de votre travail pour réguler un petit peu ces comportements outre la législation? Je pense qu'il ne faut pas attendre justement la législation pour faire avancer les choses dans ce secteur. Et il y a pas mal de sujets, notamment tout ce qui est transparence budgétaire. On reste quand même dans un secteur où c'est très très opaque. On ne sait pas vraiment combien coûte un influenceur quand il est représenté par un agent ou non. La protection des mineurs et des enfants qui apparaissent dans les contenus des influenceurs. On peut interroger la notion de consentement. Est-ce que ces enfants-là sont conscients que des images d'eux vont rester toute leur vie sur Internet? Ça, la loi n'en parle pas vraiment. Je pense que c'est à nous, acteurs du secteur, agences, annonceurs, d'aller au-delà de la loi et de prendre d'avoir un peu des missions en tant qu'acteur de ce secteur. Pour conclure, Émilie, il n'y a certainement pas que du mauvais, évidemment, dans le monde de Bien sûr. l'influence. Donc, quels sont les aspects positifs que vous connaissez? Est-ce que vous pensez qu'une influence vertueuse est possible à l'avenir? L'influence vertueuse existe déjà. Il y a énormément d'influenceurs qui changent la vie des audiences. On le voit, il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont engagés sur des sujets d'écologie, sur des sujets sociétaux, qui font bouger les choses. On se rend compte que les jeunes maintenant ne consomment plus la télévision. Ils s'informent sur les réseaux sociaux.
Et des influenceurs l'ont compris, on le voit, il y a de plus en plus d'influenceurs qui font de l'info. Alors, ils vont pas voler votre métier demain, mais on peut avoir aussi des belles choses sur les réseaux sociaux, on peut découvrir des belles histoires, on peut découvrir des nouvelles pratiques et on peut être influencé de la bonne manière. Donc, je pense qu'il faut quand même être assez positif sur ce secteur-là. Encore une fois, c'est toute une frange qui avait besoin d'être régulée, mais il y a quand même énormément d'influenceurs qui ont une bonne influence. Merci beaucoup à vous, Émilie. Merci à vous de m'avoir invité.